Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Accès Direct, c'est votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 10 avril 2019 et voici le programme du soir. Je recevrai d'abord Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. Nous parlerons de l'actualité politique dans le département et au niveau national et européen. Cécile Bouget de Francesco me rejoindra ensuite pour sa chronique initiative. Et enfin, les influenceurs Ophélie Randon et Vincent Balsa seront avec nous pour nous présenter leur site de bons plans dans le Chablais. Mais avant tous ces invités, Fanette me rejoint sur le plateau pour les titres d'abord du journal. Salut Victoria. Salut Fanette. Dans le journal tout à l'heure, on parlera d'abord de l'usine Trimette à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, c'est une usine qui a 112 ans et qui fabrique donc de l'aluminium depuis 112 ans. Donc on a été y faire un tour pour l'émission Vue d'ici avec François Pirot. J'en ai profité pour faire un petit peu le point sur la conjoncture économique puisque le marché de l'aluminium est très instable au niveau mondial. Mais l'usine se porte plutôt bien, se stabilise avec pas mal de projets d'avenir. Et puis on fait un point sur le chantier de l'A41. Voilà, gros chantier avec, alors on peut pas vraiment dire doublement, il rajoute une voie de chaque côté, donc on sera sur 2 fois 3 voies entre Annecy et Saint-Martin. Et donc cette nuit, on peut le voir sur les images de Clémence Roualdès, un pont a été installé au-dessus. Quelques curieux ont fait nuit blanche pour voir le chantier, dont Clémence. Donc on verra les images. Qui s'est couché très tard, Qui s'est couché très tard. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Et j'accueille pour notre rubrique politique Loïc Hervé. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes le sénateur de la Haute-Savoie, membre du parti Union Centriste, et vous avez été également maire de Marnat, près de Cluses. Vous êtes également aujourd'hui conseiller municipal de cette commune. Alors l'actualité politique est assez chargée. On va d'abord commencer par le mouvement des Gilets jaunes. Éric Drouet, l'un des représentants de ce mouvement, a dit « Heureusement qu'on a les sénateurs, on arrive à être entendu justement seulement par le Sénat. On a été entendu par personne d'autre. » Quel est votre regard sur ce mouvement des Gilets jaunes ? Je crois que dans ce que dit Éric Drouet, même s'il n'a pas été reçu au Sénat hier, il y a quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est qu'il existe un endroit dans la République où, quand tout va mal, quand la République tremble, on peut encore créer des ponts entre des gens qui ne se parlent plus. Et effectivement, c'est une reconnaissance de la part de cette personne d'une fonction du Sénat qu'on connaît mal et qu'on connaît mieux depuis quelque temps d'ailleurs. Le Sénat n'a cessé d'alerter le gouvernement sur la réalité sociale du pays et la réalité économique vécue par beaucoup de nos compatriotes. Il y a eu une détresse qui s'est exprimée à la fin de l'année dernière, que moi j'ai ressenti très fortement dans mon territoire, le territoire de la vallée de l'Arve, mais en Haute-Savoie également, avec un certain nombre de gens que nous avons rencontrés, nous sénateurs. Et il faut maintenant en sortir par le haut et trouver des solutions qui soient des solutions avant tout économiques et sociales, avant de parler d'autres sujets importants aussi, sujets notamment de démocratie, mais je crois que la réponse, elle est d'abord économique et sociale. Vous vous êtes impliqué dans le grand débat. Est-ce que vous êtes satisfait de la restitution qui en a été faite cette semaine ? Le Premier ministre a rendu compte au Grand Palais lundi matin de la réalité de ce grand débat, des différentes formes que le grand débat a pu prendre. Je pense que c'est un exercice qui est un exercice réussi. Beaucoup de Français ont pris part au grand débat sur la plateforme, dans des réunions publiques. Et donc c'est bien de l'avoir exprimé, d'avoir montré quelles avaient été l'opinion des Français. D'ailleurs, dans les différents vecteurs. Maintenant, une fois qu'on a fait la synthèse, il s'agit d'en tirer la substantifique moelle et de trouver des solutions pour nos compatriotes. Vous vous êtes opposé personnellement en tant que sénateur à la loi anti-casseurs du gouvernement qui prévoyait notamment de pouvoir interdire des manifestations dans certains cas de figure. Pourquoi cette opposition ? J'aime les libertés publiques, avant tout. Et même si j'ai voté la loi anti-casseurs en première lecture au Sénat, je ne l'ai pas votée en deuxième lecture. Et j'ai pointé l'article que le Conseil constitutionnel a censuré. Le préfet, dans un département, ne peut pas priver un citoyen de sa liberté de manifester. C'est le rôle du juge. Et dans la démocratie, même si nous vivons des périodes difficiles, même si les casseurs ont commis des actes intolérables et ont scandalisé les Français, et c'est juste, il ne faut pas mettre entre les mains de l'exécutif cette liberté publique si chèrement acquise. La France est un pays qui protège les libertés publiques et le Sénat se devait de le dire et il l'a fait. Vous êtes
également secrétaire de la commission des lois qui traite notamment du droit constitutionnel, des libertés publiques et du droit électoral. Que pensez-vous du référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes ? Nous avons une histoire par rapport au référendum et une culture plébiscitaire. Souvent, malheureusement, les Français ne répondent pas à la question qu'on leur pose et répondent à une autre question. Et toute notre histoire des référendums le démontre. Moi, je pense qu'il faut que la démocratie représentative, représentée par les élus locaux ou par les parlementaires, doit trouver les voies et moyens d'intégrer davantage de participation citoyenne. C'est dans toutes les grandes décisions qu'il faut associer les citoyens et pas simplement de temps en temps sur une question. J'entends qu'on va avoir peut-être un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Je trouve ça complètement sidérant. Je trouve que ce n'est pas vraiment la question. Je ne suis pas sûr que ce soit la question sur laquelle les Français attendent de s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles ils attendent d'être associés et c'est à nous de trouver dans la démocratie une manière de les associer mieux. Dans l'actualité, il y a aussi les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Votre parti a décidé de s'allier avec les Républicains pour cette élection. Le contexte est un peu tendu, l'ombre du Brexit plane sur l'Europe. Quel regard portez-vous sur cette ambiance européenne ? L'Europe, c'est la prunelle de nos yeux. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose de très important en 2019, avec évidemment, comme vous le rappelez, le contexte du Brexit, mais également des sujets européens qui sont extrêmement forts, liés à la crise migratoire, liés aux grands sujets industriels et économiques. Donc l'Europe, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut envoyer au Parlement européen des gens convaincus que l'Europe est essentielle, qu'il faut la préserver, qu'il faut la développer encore. Moi, je fais partie des gens qu'on peut appeler des fédéralistes. Je suis pour plus d'Europe et pas pour moins d'Europe. Je suis pour mieux d'Europe. Et donc je crois que ce débat européen, il ne faut pas le voler aux Français, il ne faut pas le voler aux Européens. C'est essentiel que la campagne européenne permette aux gens de s'exprimer sur les questions européennes et j'y prendrai ma part. Vous faites par ailleurs partie de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Où en est-on en France ? On parle beaucoup de ce sujet. Est-ce que la France avance sur l'égalité, notamment au travail ? Alors, l'égalité salariale est un sujet sur lequel il faut que nous avancions énormément. Les différences salariales ne sont plus acceptables simplement au motif que l'on est un homme ou une femme. Donc, il y a des projets de loi à imaginer pour que cette égalité devienne une égalité réelle. Et puis cette délégation, elle travaille sur plein d'autres sujets, notamment sur les questions de violence, sujet très important, un peu tabou dans notre société. Et j'ai beaucoup de plaisir à être l'un des 8 hommes parmi les 36 membres de cette délégation au Sénat. Un autre sujet, vous venez d'être nommé co-rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers. En un an, les agressions de sapeurs-pompiers ont connu une augmentation de 23%, 213% au cours des 10 dernières années. Le Sénat se saisit de cette question et se donne 6 mois pour trouver des solutions. Quelles sont ces mesures qui pourraient être mises en place ? D'abord, on est 3 sénateurs, Catherine Troendlé, Patrick Kanner et moi, à effectivement prendre 6 mois pour aller sur le terrain, à la rencontre des pompiers, à la rencontre des cadres, à la rencontre des élus qui ont en charge les services départementaux, aussi les 2 unités militaires de Marseille et de Paris qui s'occupent dans les Bouches-du-Rhône et à Paris de la question des pompiers. Et donc on va aller sur le terrain. On ne peut pas faire simplement la loi en étant enfermé au Sénat et en se disant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Il faut aller voir les acteurs de terrain et les pompiers. Bon, on a une explosion du nombre d'agressions sur les pompiers. C'est un phénomène social, sociétal, très inquiétant. On ne peut pas agresser nos propres sauveteurs. Et donc, je fais partie de ces parlementaires très impliqués sur cette question pour qu'on trouve des solutions, pour qu'on protège nos protecteurs. Et donc, c'est bien de se donner du temps. Et le Sénat n'est pas que l'endroit où on écrit la loi, c'est l'endroit aussi où on la pense. Et on la pense mieux, de mon point de vue, sur le terrain, avec les acteurs, que simplement au Palais du Luxembourg. Si on passe à l'échelle du département, là aussi, il y a de nombreux sujets. D'abord, sur la coopération transfrontalière, vous êtes intervenu la semaine dernière pour faire reconnaître le Conseil départemental de la Haute-Savoie comme collectivité chef de file en matière de coopération transfrontalière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en profitant du débat sur le texte sur la collectivité européenne d'Alsace,
j'ai voulu exprimer avec mes collègues sénateurs d'ailleurs de Haute-Savoie, Sylvia Noël et Cyril Pellevat, une chose très simple. Quand nous discutons avec les Suisses ou avec les Italiens, nous venons très français avec tout notre millefeuille administratif. L'État, la région, le département, les EPCI, les communes. Et nous avons besoin de clarifier la collectivité qui parle avec le Val d'Aoste, qui parle avec le canton de Genève, de Vaud ou du Valais. Et cette collectivité-là, pour moi, c'est le département. D'ailleurs, en Alsace, c'est ce qui a été reconnu avec ce nouveau département d'Alsace, fusion des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et donc, j'ai obtenu gain de cause. Après, on verra ce que l'Assemblée nationale en décidera, mais c'est important que nous disions le département. Et dans le département, le conseil départemental est l'institution qui est la plus à même d'avoir des échanges avec nos voisins, ceux avec lesquels nous vivons et ceux avec lesquels nous avons des échanges économiques, culturels, de formation au quotidien. Donc vraiment d'ancrer ça et d'en faire un chef de file officiel. Autre sujet d'actualité, là on part du côté de Chamonix, dont la station météo est menacée de fermeture. Le maire Éric Fournier s'en inquiète. Est-ce que vous allez le soutenir pour éviter cette fermeture de la station météo? Ça a été le branle-bas de combat il y a maintenant quelques semaines. Premièrement, je suis allé voir les météorologues sur leur lieu de travail pour me rendre compte de l'utilité. J'en ai discuté avec Éric Fournier et les élus de la vallée de Chamonix pour démontrer l'utilité que ça a. Et puis, c'est un centre départemental. Il couvre toute la Haute-Savoie. Il s'occupe du massif du Chablais, il s'occupe des Aravis, il s'occupe du massif du Mont-Blanc, évidemment. Et donc, il est hors de question que ces météorologues partent à Grenoble. Tous les élus, nous sommes d'accord sur ce sujet. Nous avons rencontré la directrice de cabinet de François de Rugy à ce sujet. Et donc, nous maintiendrons la pression. Nous avons une bonne raison de penser que nous avons réussi à convaincre nos interlocuteurs, mais il ne faut pas baisser la garde. Et donc, nous serons très fermes sur cette question-là. C'est une question de sécurité publique, c'est une question aussi de place des météorologues dans l'équation sécuritaire de la Haute-Savoie. Ils ont toute leur place, il faut qu'ils restent à Chamonix. Très très rapidement, on est un petit peu pressé par le temps, mais toujours dans le massif du Mont-Blanc, on a beaucoup parlé du permis d'ascension du Mont-Blanc qui est en place, ça y est. Que pensez-vous de ce permis? Est-ce que c'est une mesure utile? Je souhaite qu'on garde le principe de la liberté d'accès à la montagne, mais il y a des questions de sécurité. On ne peut pas aller en montagne en basket et n'importe comment. Et je trouve que la solution qui a été trouvée avec les refuges me paraît une solution tout à fait raisonnable qui permet de concilier à la fois le principe de liberté et la sécurité. Merci beaucoup, Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. À bientôt. Et on va passer tout de suite à notre rubrique Initiative avec Cécile Bouget de Francesco. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Tu es journaliste et tu nous présentes dans ta chronique des initiatives qui valent le détour. Et on commence ce soir avec l'Écrevisse à Métais. C'est un atelier partagé, c'est bien ça? Alors, ça, c'est un tiers-lieu. Alors, je ne savais pas ce qu'était un tiers-lieu jusqu'à ce que je travaille sur ce sujet. En fait, c'est tout bête. Je pensais que c'était un lieu alternatif. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est un endroit qui n'est ni une maison, ni un lieu de travail. Où on peut y faire tout ce qu'on veut en dehors d'habiter et de travailler. Ça s'appelle l'Écrevisse et ça aussi, c'est rigolo parce que c'est un espace commun de rencontres extraordinaires, vecteur d'idées à suivre. Donc, ça fait Écrevisse. Alors, effectivement, c'est une association qui a pris possession de cette ancienne menuiserie à l'été dernier, ouvert ce lieu tiers à l'automne, en octobre. Mélissa, Hubert et Khaled qui sont les porteurs de l'idée et puis maintenant ils sont entourés d'une vingtaine de membres actifs. Donc c'est un bâtiment dans lequel ils ont aménagé deux espaces. Un espace où ils accueillent des artisans de plein de secteurs d'activité différents. Il y a de la sérigraphie, il y a de la menuiserie, il y a du design de mobilier, il y a de la poterie, et il y a beaucoup de demandes en cours. Et puis, il y a un autre espace où ils organisent, où ils reçoivent des activités. Hubert me disait, on n'organise pas, c'est les gens qui viennent et qui proposent des choses. Donc récemment, par exemple, il y a eu un troc de graines organisé par Fermaculture, qui est une association qu'on connaît un peu sur le bassin annécien avec leur projet de ferme urbaine. Donc, ils sont venus investir les lieux pour faire cet échange de graines. Il y a un espace de coworking, il y a une recyclerie
recyclerie. Et l'idée, c'est de mettre à disposition de ceux qui le souhaitent des outils, de l'espace, de s'échanger les compétences. J'ai une expression que j'aime beaucoup, ils veulent créer du commun dans la ville. Voilà, et il me disait aussi, on est une pouponnière d'idées. Il y a des pépinières d'entreprises, et bien eux, ils sont une pouponnière d'idées. C'est une jolie image. Voilà. On va partir ensuite aux papeteries du côté de Crangevrier. Oui, les papeteries qui est le lieu totem donc, de la filière image en mouvement. Donc l'équipe des papeteries a tissé des liens avec l'Institut Guillaume Belluard. Donc c'est un service d'accompagnement pour des adolescents et des jeunes adultes qui sont en situation de handicap, qui a pour vocation de les emmener sur le marché du travail. Hein. Donc ils ont mis au point ce cycle de 4 rencontres. Donc on voit les jeunes ici qui sont donc reçus aux papeteries, qui vont à la rencontre des résidents, qui, s'il y a des activités qui sont proposées, participent. Tout ça pourquoi ? Pour en fait ramener de la matière, et c'est là où moi ça m'intéresse, de ramener du contenu parce qu'eux, ils éditent une gazette. Donc en fait, ce sont des journalistes en herbe qui vont donc à la fois découvrir des métiers. Donc ils étaient ce matin aux papeteries avec des étudiants en animation de personnages 3D. La première fois, ils avaient rencontré l'équipe de Coworkies, qui est un des résidents. Donc l'idée, c'est de sortir de l'Institut, d'aller vers le monde professionnel et puis de se forger une opinion, d'apprendre à structurer une pensée. Donc c'est des moments où ils sont hors de leur milieu habituel et puis ils partent un petit peu comme ça à la rencontre de gens, de métiers et puis après, ils reviennent. Et puis, ils nourrissent cette fameuse gazette. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de la lire. Une belle initiative, en tout cas. Et on termine avec J'aime beaucoup, une conserverie solidaire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une conserverie solidaire ? Eh bien, 2 choses. J'aime beaucoup récupère on le voit là, des fruits et des légumes dont on dit qu'ils sont disqualifiés, donc ils ne vont pas partir dans l'industrie agroalimentaire, donc ils les récupèrent. Et puis ils en font des sauces et des confitures. Et c'est une association d'insertion, puisque les personnes qui sont là sont en insertion professionnelle. Donc le solidaire, il est à la fois pour les personnes qui travaillent dans cette conserverie, et puis parce que on récupère des fruits et des légumes. Alors, ils font des confitures classiques que tout le monde peut connaître. Et puis, ils sont quand même assez ingénieux. Ils nous proposent des choses étonnantes, des confitures orange, banane, carotte, pamplemousse, tomate, citron. Et puis des sauces salées, bolognaise végétarienne, tomate aubergine. Enfin, il y a toute une collection. Donc, on peut acheter ces bocaux soit en ligne à partir d'un autre site qui s'appelle fourmilienne.fr. Et puis sinon, sur le site, par contre, de J'aime beaucoup, sur le site internet et sur leur page Facebook, on peut trouver tous les points de vente parce qu'il y a des magasins qui distribuent ces bocaux sur la région d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Et puis, évidemment, page Facebook pour avoir les nouveautés et la vie de cette entreprise, de cette association, pardon. Une belle idée, en tout cas, pour éviter à la fois le gaspillage et puis en plus favoriser l'insertion professionnelle. Oui, et puis les circuits courts, puisque évidemment, tous ces fruits et légumes viennent d'ici. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces belles initiatives. On te retrouve bientôt pour d'autres projets. À bientôt. Et Fanette me rejoint à nouveau pour la revue de presse. Oui, parce qu'on est un petit peu pressé. Et on va commencer avec une actu économie et vélo. Voilà, on va parler de Mavic en fait. Il faut que tu... Oui. Un petit souci de son. Voilà, ça devrait... Éco-Savoie-Mont-Blanc qui revient cette semaine sur l'avenir de l'entreprise annécienne Mavic qui est aujourd'hui dans le giron d'Hammer, donc le même groupe que Salomon, et qui va dès cet été basculer sous le giron d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle Regent LP. Je suppose que ça se prononce comme ça. Ça fait 2 ans à peu près que Mavic est dans le rouge. Donc l'idée, c'est de redynamiser l'activité. Il y a pas mal de services support dans le fonds d'investissement qui peuvent intéresser
l'entreprise. Et la séparation physique entre Salomon et Mavic, puisqu'ils partagent notamment des locaux du côté d'Annecy, devrait se faire en douceur au cours des prochains mois. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et Mavic produit encore des choses en France, donc c'est important de le souligner. Et puis toi, on va parler hockey. Oui, hockey sur glace, c'est bien ça. La saison s'est achevée hier soir à Rouen et on le voit sur ces images, ce sont les brûleurs de loups qui se sont imposés sur la glace de Rouen. Ce sont donc les joueurs de Grenoble qui se sont imposés 2-1 au cours de ce 7e et dernier match de la finale. Ils n'avaient pas soulevé la Coupe Magnus depuis 10 ans, mais c'est tout de même leur 7e titre pour ces Grenoblois qui affrontaient un adversaire de taille, puisque Rouen est une des meilleures équipes françaises, 16 titres à son actif, et l'équipe s'est donc inclinée dans un match très très serré. Et, je ne sais pas si on peut peut-être écouter un petit extrait, enfin... Il n'y a pas de son. En tout cas, je vous invite à voir sur la page Facebook les toutes dernières minutes du match et l'explosion de joie des joueurs de Grenoble qui sont d'ailleurs en ce moment même en train de fêter leur victoire avec tous les habitants à Grenoble. Merci Fanette, on se retrouve pour le rappel des titres. Le temps pour moi de passer à notre dernière rubrique, une rubrique lifestyle avec deux influenceurs que j'accueille sur le plateau, Ophélie Randon et Vincent Balsa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors Ophélie, vous tenez le site Girls in Chablais et Vincent, vous avez deux sites, Freeboom et Made in Chablais. Enfin, vous êtes plusieurs en fait à tenir ces sites. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors un petit peu pour l'histoire, en fait, Ophélie et moi, on se connaissait depuis plusieurs années. Et en fait, on fait tous les deux des études dans le domaine du web, donc tout ce qui est Internet, etc. Et on avait dans l'idée d'aider un petit peu le Chablais, notamment les commerçants locaux, les entrepreneurs, en montant des blogs, des sites pour eux. Et on a commencé un petit peu tous les deux à lancer ça, donc différents sites. Il y a Freeboom, qui présente tout ce qui est bon plan sortie, restaurants, etc., les événements dans le Chablais. Ophélie, c'est plutôt Girls in Chablais. Chablais, donc c'est les bons plans, plus axés sur les femmes en fait, les entreprises aussi avec des dirigeantes, vraiment axés sur les femmes. Et il y a Made in Chablais qui est vraiment là pour les entreprises. Et en fait, à partir de là, plusieurs personnes nous vont rejoindre. Donc en fait, c'est vraiment un collectif, on est une dizaine de personnes. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant le Chablais, tout ce qui se passe, parce que beaucoup de choses se passent sur le territoire, à travers tous les outils qui existent aujourd'hui, donc notamment réseaux sociaux et Internet. Alors justement, on peut dire que vous êtes influenceur dans le Chablais? Est-ce que c'est ça? Oui, on peut. C'est un terme qu'on utilise pas mal aujourd'hui. Oui. C'est vrai qu'en fait, les gens maintenant nous connaissent beaucoup et dès qu'ils ont besoin de faire parler d'eux, ils nous appellent parce que nous, on peut les aider à soit parler de leur événement, soit parler d'un nouveau lancement, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que, en tout cas sur les réseaux sociaux, on a une petite influence dans le Chablais, ouais. Et comment vous vous êtes lancé dans ce monde des influenceurs? C'est petit à petit, on a eu l'idée, étant donné qu'on fait les mêmes études dans le même domaine, on avait les mêmes envies parce qu'on vient tous les deux du Chablais. Et on s'est dit qu'on avait envie d'aider et de dynamiser un peu toutes les entreprises et puis les activités pour montrer que le Chablais, c'était pas juste des villes dortoirs et qu'il y avait plein de choses à faire. Quand vous dites le Chablais, vous couvrez vraiment toute la zone? Oui. Tout le Chablais, donc vraiment partie français, en fait, le Chablais français, donc bord du lac. Et c'est vrai, comme disait Ophélie, en fait, on se rend compte qu'en s'intéressant un petit peu à ce qui se passe sur le territoire, il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit des personnes qui lancent des nouveaux concepts, des sorties, des événements. Et vraiment, nous, avec nos différents blogs, on met en avant tout ça et les gens découvrent des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Oui. Et comme ça leur permet de sortir le week-end, de faire des choses en semaine et de les réunir en fait autour de différents événements, de choses qui se passent. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de ces blogs ou est-ce que vous avez une autre activité à côté? Alors justement, on voit qu'il y a un vrai succès autour de ce qu'on fait, il y a un vrai besoin en fait. Localement, c'est vrai que les gens ne savent pas trop comment s'y prendre aujourd'hui avec le web et tout ce qui se passe. Donc nous, on leur apporte une aide et progressivement, on voit qu'il y a un potentiel important. Donc nous, tous les deux, on finit nos études cette année et a priori, il y a un débouché, il y a quelque chose qui pourrait se faire. À plus ou moins à long terme, mais en tout cas, aujourd'hui, on nous sollicite beaucoup pour paraître sur nos blogs. Ouais. On espère en vivre dans le futur. Exactement.
Et comment vous sélectionnez justement parmi toutes les personnes qui vous sollicitent comment vous retenez certaines initiatives, pas d'autres, certains lieux et pas d'autres? Alors, on a vraiment une totale liberté sur le choix des sujets. Exact. Donc, la plupart du temps, c'est quand même des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, voilà, on est vraiment libre et on se force jamais, en fait. Non, en fait, vraiment, le principe de base, c'était on fonctionne sur recommandation. Les gens, il y a des Voilà, bons plans c'est qui nous ça. viennent aux oreilles. Et nous, à force d'en entendre parler, forcément, on va aller voir ce qui se passe. Et notre mot d'ordre, c'est que notre stratégie, c'est le kiff. Donc, vraiment, on va choisir que ce qui nous plaît et des choses voilà, qui vont plaire aussi aux gens qui nous lisent, en fait, qui regardent ce qu'on fait. Justement, qui sont les gens qui vous lisent? Quel est votre public? C'est assez varié. Donc moi, pour Girls in Chablais, donc c'est essentiellement des femmes, mais bien sûr, il y a aussi des hommes. En termes d'âge, c'est assez vaste. Hein. Ça peut commencer de 17 ans jusqu'à 60 ans, voire plus. On s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vraiment accessible à tous. Et ça peut s'adresser également même aux touristes qui sont à la recherche de bons plans ou choses comme ça. C'est vrai que le public, il est assez large. Après, par exemple, dans le Chablais, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas originaires de la région qui arrivent. Donc, c'est plutôt, on va dire, des jeunes actifs qui travaillent dans le coin et ils ont besoin de s'informer sur ce qui se passe. Et leur réflexe, c'est vraiment d'aller sur le web et de voir un petit peu les blogs locaux. Et donc, ils tombent sur nous. Donc, on a plutôt une audience jeune, mais c'est vrai que même des personnes un peu plus âgées, aujourd'hui, elles ont le réflexe Facebook ou les réseaux sociaux. Donc pareil, ils nous trouvent et ils découvrent ce qui se passe dans le Chablais. Si vous deviez nous présenter un coup de cœur ou peut-être un temps fort qui va arriver, que vous auriez présenté sur vos blogs, alors peut-être on aura peut-être un choix différent. Moi personnellement, moi ce sera les jeudis électro. Donc c'est vraiment un événement phare du Chablais qui se passe tous les étés. Donc tous les jeudis soirs, pendant les mois de juillet et août, il y a des soirées dans des lieux un petit peu emblématiques du Chablais. Et nous, donc l'année dernière, on a fait un partenariat avec eux, ça a super bien fonctionné. Et c'est un projet un petit peu fou. Et Franck, donc l'organisateur, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Et nous, on le soutient beaucoup parce qu'on aime vraiment l'événement. Donc c'est un petit peu l'événement phare là, qui va se passer dans les prochains mois et que nous, on suit beaucoup. Et qui se passe au château? Alors, les jeudis électro, c'est vraiment, il va y avoir par exemple une soirée à la piscine d'Évian, une soirée à la piscine de Thonon, et vraiment dans plein de lieux comme ça, bord de lac, Saint-Jean-Golf, etc. Mais vraiment des lieux un petit peu secrets, mais des très très beaux lieux, avec une scène électro, et ça fait des soirées magnifiques. On voit d'ailleurs des photos là. Il y a la piscine de Thonon, le château de Ripaille. Exactement. Vraiment, Après, je ne sais pas, peut-être pour Girls in Chablais, il y a un autre... Un autre coup de cœur ou un bon plan peut-être, ou une expérience qui vous aurait marqué Il y en a tellement en fait que je ne sais pas. J'imagine que vous voyez des choses. Oui, tous les jours en fait j'ai découvert moi-même des lieux que je ne connaissais pas, même dans ma propre ville, à Thonon. Donc c'est vrai que c'est toujours étonnant de découvrir de nouvelles personnalités, de nouvelles boutiques et de voir qu'en fait il y a tellement de nouvelles petites boutiques qui s'ouvrent et qui ont besoin d'être vues de tous parce qu'elles sont exceptionnelles. Je pense notamment à une fleuriste, Bloom Bloom, donc c'était un des derniers articles. Vraiment, c'est un lieu unique et voilà, c'est des petites choses qui méritent d'être vues, des boutiques locales qui ont vraiment un cœur et une âme et je trouve ça vraiment exceptionnel. On a peut-être moins parlé de Made in Chablais qui est plus tourné vers l'économie. Exactement. En fait, c'est parce que c'est un petit peu le dernier né de toute la sphère. Made in Chablais, l'idée, c'était vraiment d'aider les entreprises et les entrepreneurs qui se lancent dans le Chablais ou même les entreprises déjà un peu plus installées mais qui ont besoin juste de se faire connaître. Et l'idée qu'on avait derrière tout ça, c'était qu'en mettant toutes les entreprises sur un blog unique, comme ça, peut-être qu'il y ait des partenariats allaient pouvoir se créer entre les entreprises du Chablais. Et on voit que c'est ce qui se passe déjà un peu parce que certaines entreprises viennent à en connaître d'autres qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Et des choses se créent, les gens se contactent et c'était vraiment l'idée de base en fait. Donc ça, c'est en développement encore. Made in Chablais, il vient d'être créé il y a quelques mois. Et ça permet de mettre un coup de projecteur, c'est vrai, sur des entreprises qu'on ne connaît pas forcément encore. Je crois que j'ai découvert sur Made in Chablais une marque de bijoux notamment, qui est vraiment en plus une ode aux montagnes, qui est très très belle. Donc, en décréation, exactement. Ouais, c'est assez... C'est pareil, c'est un projet qu'on soutient beaucoup parce qu'elle est originaire du Chablais et elle a créé sa marque vraiment à l'image du Chablais, de sa passion pour ce territoire.
Et c'est une jeune créatrice et aujourd'hui elle réussit beaucoup. Elle est aussi pas mal sur Annecy maintenant pour vendre ses bijoux. Et donc dès le début elle est avec nous, donc elle fait partie un peu de notre projet. Ouais. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Ophélie et Vincent. On vous souhaite plein de bonheur et de succès. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Au revoir. Au revoir. Fanette est de retour pour le rappel des titres dans le journal. Tout à l'heure, on parle de l'usine Trimet. L'usine Trimet, donc l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne qui fabrique de l'aluminium depuis plus de 110 ans. Donc on a été faire un petit tour avec François Pirot pour faire le point sur la santé économique de l'usine qui va plutôt bien. Et puis on visite un chantier nocturne. Chantier nocturne, c'est Clémence Roaldès qui a été cette nuit sur le chantier de l'A41. Il y a un triplement des voies dans les deux sens. Et là, il y a un pont métallique qui a été installé au-dessus de l'autoroute. Donc une opération assez impressionnante qui a attiré une petite centaine de curieux. Donc on verra quelques images. Et c'est tout de suite dans le journal, juste après la pub. Restez avec nous sur 8 Mont Blanc.